Bonjour, c'est Dr Palissier. Je serai avec vous sur cette capsule pour vous présenter la deuxième partie du cours d'OGP qui concerne donc la prévision de la demande. La prévision de la demande est l'amorce donc de la planification de la production. Les données de la prévision vont permettre donc de faire une bonne planification afin de pouvoir satisfaire la clientèle. Une prévision de la demande est une démarche qui consiste à estimer la consommation des produits ou des services pour des périodes à venir. Effectivement, une entreprise pour produit va en année N prévoir ce qui va se passer en année N plus 1 en prévoyant la consommation de l'année N plus 1. Et sachez que cette consommation prend en compte les commandes fermes, c'est-à-dire les clients qu'on a fidélisés, mais aussi les clients à venir, les clients qui viendront s'ajouter sur ceux qu'on a déjà fidélisés. Donc, il faut pouvoir estimer correctement cette consommation. C'est en fait le but de l'exercice dans la prévision de la demande, qui va donc permettre à ce qu'on ait une idée claire de ce qu'on doit produire l'année N plus 1 et donc de faire une planification conséquente qui pourra donc répondre aux exigences de nos clients. L'idéal pour une entreprise est évidemment de produire exactement les produits que ses clients vont acheter. Mais sauf dans le cas très spécial où l'entreprise commence à approvisionner et à fabriquer à partir de la réception de la commande du client, c'est impossible. Il faut qu'elle anticipe le mieux possible les futures commandes de ses clients. Ainsi, afin de prendre les décisions relatives à son bon fonctionnement et à sa pérennité, toute entreprise, quelle que soit sa nature, sa typologie commerciale, doit s'appuyer sur un système de prévision fiable. Et ce système de prévision s'obtient selon le type de décision à prendre sur deux horizons, sur trois types d'horizons. Donc l'horizon à long terme, à moyen terme ou à court terme. À long terme, il sera question de diversification, de lancement de nouveaux produits, de construction de nouvelles usines ou alors d'augmenter sa capacité dans le domaine de production en s'étendant sur d'autres régions. Ou alors, on peut aussi, à long terme, faire des investissements en équipement, c'est-à-dire changer tout ce qui est obsolète dans notre système de production et payer des machines plus performantes. Les prévisions à moyen terme, quant à elles, vont permettre donc de maîtriser les capacités globales de production et d'approvisionnement. Dans ces cas-là, il n'est pas question d'envisager une construction d'usine, mais on peut acquérir une nouvelle machine ou alors même embaucher du personnel. À court terme, les prévisions serviront donc à l'activité opérationnelle de production. Donc, vont s'attarder sur l'approvisionnement, la gestion des stocks, la charge des ateliers, l'ordonnancement des tâches et autres. Les avantages de la prévision sont nombreux. Pour une entreprise qui fait une bonne prévision, cette entreprise aura donc une meilleure connaissance des nouvelles occasions de marché, une augmentation de la rapidité à répondre à la demande, une amélioration de la satisfaction de la clientèle, la réduction des inventaires, une diminution de l'obsolescence des produits, une optimisation des opérations de distribution, un ordonnancement de la production plus efficace, une planification des ressources humaines facilitée et une meilleure anticipation des besoins en capital et financement futur. Il existe des facteurs qui influent sur la demande. Si nous prenons le premier facteur, c'est la saisonnalité. On peut l'illustrer par la fin d'année. Nous avons les fêtes des fins d'année qui font en sorte que au niveau des entreprises qui produisent des jouets, par exemple, leur consommation s'augmente. Donc, en faisant leur planification, ils vont tenir compte de cette période de fin d'année qui est une période de demande forte. Et donc, planifier de telle sorte que cette partie-là, qui est rentable pour eux, qui ne rate pas cette période-là, qui est favorable pour eux. Donc, du coup, la saisonnalité a une influence sur la consommation de ces entreprises. Donc, ils vont tenir compte dans leur planification, ils tiendront compte de cette période de fin d'année-là dans leur planification afin de ne pas rater et de pouvoir satisfaire la clientèle. Deuxième aspect, c'est les conditions du marché. Les conditions du marché sont basées sur les éléments PEX et PESTEL. Donc, la politique joue un rôle important, l'économie,
le social, la technologie, l'environnement, mais aussi les lois. Si on prend des décisions dans un pays et qu'on prend une loi, les députés votent une loi ou alors le président de la République prend une ordonnance, ça va avoir un impact sur les entreprises, sur la demande des entreprises. Par exemple, si nous prenons le cas des sachets plastiques en Côte d'Ivoire, vous avez vu ce que ça produit comme impact sur la consommation, sur la demande des clients. Aussi, vous voyez la pandémie du coronavirus, l'impact que ça c'est un élément social, donc ça possède la santé. Mais regardez l'impact que ça a aujourd'hui sur la consommation des entreprises. Donc, il y a des entreprises qui ont carrément fermé, qui ont perdu, c'est-à-dire ce qu'ils ont prévu de produire, ils ne pourront plus produire. Donc, ils ont fermé carrément. Il y a certaines entreprises qui se sont vues réduire de 50% leurs prévisions. Il y a certaines entreprises, par contre, qui sont dans le domaine justement de la santé ou ainsi, qui aujourd'hui voient leurs prévisions s'accroître. C'est-à-dire qu'ils ont triplé leurs capacités. Les entreprises, par exemple, qui fabriquent les gels hydroalcooliques, les casques, les cache-nez, les gants, aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont en train de se laver les mains. Donc, vous voyez les conditions du marché, comment l'impact des éléments textiles agit sur la consommation. L'autre élément facteur, c'est le cycle de vie du produit ou du bien ou alors du service. Lorsque un service dure ou un produit dure sur le marché, à un moment donné, le produit va atteindre un niveau de déclin si rien n'est fait. Donc, le cycle de vie a un impact sur la consommation. Si les clients sont trop habitués à quelque chose, après ils changent. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir un déclin. Et donc, le cycle de vie, il est important. Donc, il faut accompagner ce cycle de vie-là, doit être surveillé et accompagné par des actions qui sont, j'allais dire, des facteurs endogènes, c'est-à-dire des décisions que l'entreprise doit prendre. Un exemple, c'est les salles de cinéma en France. Vous voyez la progression que je vous présente sur cette planche. Il y a eu la maturité, après le déclin, après un stade de maturité encore, et après le déclin. Et ça s'explique avec la venue des nouvelles technologies qui permettent aux gens de pouvoir regarder toutes sortes de films chez eux à la maison. Ils ont tous les équipements. Donc, si ce n'est pas pour vivre la convivialité, je ne vois pas pourquoi les gens vont aller au cinéma et peuvent rester à la maison et puis tout voir. Donc, ça s'explique. Ce schéma s'explique. Les facteurs endogènes sont des facteurs qui concernent les décisions prises au sein de l'entreprise. Si une entreprise décide, par exemple, de faire un rabais, ça va avoir un impact sur la consommation. Les gens vont venir parce que le coût a baissé. Si l'entreprise décide de faire, par exemple, des promotions, vous allez voir que les actions de promotion vont avoir un impact sur la consommation. Et aussi, les actions publicitaires. Donc, tout ce que l'entreprise va décider en interne comme action pour accompagner le produit peut avoir des impacts, vont avoir plutôt des impacts sur la consommation. Le dernier facteur qui, lui, est le facteur le plus dangereux, c'est la composante résiduelle qui n'est pas maîtrisable parce que c'est, comme son nom l'indique, c'est le résidu. Tous les facteurs de risque qu'on aura à penser et qu'on aura ressorti de notre étude, ce qui ne va pas être pris en compte, c'est ça le résiduel. Et ça peut avoir un impact grave sur la consommation, ce à quoi tu n'as pas pensé. Et cela arrive, ou cela, par exemple, on peut tout penser, sauf une pandémie. Voilà, on peut penser, on peut prévoir même peut-être, on peut prévoir la pandémie, mais on ne sait pas, on peut même pas, c'est pas quelque chose, c'est imaginable, mais ce n'est pas faisable. On se dit que ça ne va pas arriver comme ça. Mais ça devient une composante résiduelle et après, l'impact est très important sur la consommation et c'est ce qui fatigue le plus les gestionnaires des opérations. Les méthodes de prévision sont de deux types. Il y a des méthodes qualitatives et des méthodes quantitatives. Les méthodes qualitatives ne sont pas basées sur des modèles mathématiques, mais les méthodes quantitatives, quant à elles, sont basées sur des modèles mathématiques. Les méthodes qualitatives tirent profit de l'expérience, de l'expertise et du jugement d'un ensemble d'intervenants qui connaissent bien le domaine et sont en mesure de fournir un avis éclairé sur la demande future. Même si elles sont subjectives, ces méthodes peuvent être très utiles, en particulier dans les situations où l'on dispose de peu ou pas de données historiques. Une entreprise en démarrage lors par exemple, de l'introduction d'un nouveau produit ou un service, ou alors lors de la pénétration d'un nouveau marché,
elles permettent aussi de nuancer, d'enrichir et de valider les résultats obtenus par les méthodes quantitatives. On y trouve quelques méthodes, donc la méthode de sondage, la méthode de comparaison, la méthode Delphi et les études de marché. Quant aux méthodes quantitatives, elles se séparent elles-mêmes en deux grands groupes. Donc, les méthodes d'analyse causale et les méthodes d'analyse des séries chronologiques. Les méthodes d'analyse causale sont des méthodes qui sont basées sur la procédure, la méthode de cause à effet. Donc, par exemple, vous faites une promotion d'un produit ou bien vous menez une action marketing. On va regarder, on va chercher l'impact de cette action marketing sur votre consommation, sur votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que l'action marketing qu'on a fait a eu un impact sur notre chiffre d'affaires? Donc, on va utiliser la méthode d'analyse causale, les méthodes d'analyse causale pour déterminer l'impact de votre action marketing sur votre chiffre d'affaires. Les méthodes d'analyse des séries chronologiques, quant à elles, sont des méthodes qui sont basées sur des extrapolations, donc vont utiliser les modèles mathématiques pour extrapoler à partir des données passées et extrapoler le futur, voir ce qui peut se passer dans le futur. Il existe plusieurs méthodes. Ici, on va donner une liste non exhaustive. Méthode quantitative simple, la méthode de prévision à partir de l'extrapolation des données, donc la méthode d'ajustement, de lissage pour déflater une série, et d'autres méthodes telles que les moyens mobiles et autres. Soulignons que l'on n'a pas à choisir entre les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives. Plusieurs méthodes d'analyse quantitative sont très simples et peuvent être mises en place dans à peu près toutes les entreprises. Toutefois, elles gagnent aussi à être complétées par l'expérience et l'expertise, surtout lorsqu'il est nécessaire d'évaluer les tendances futures ou l'effet à court terme des actions des concurrents. En jumelant les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives et en testant bien les modèles choisis, on peut obtenir donc des prévisions assez fiables. Les éléments permettant donc de choisir une méthode de prévision dépendent eux-mêmes de nombreux facteurs. Voici les plus importants. Il y a les données historiques doivent être disponibles et fiables à propos donc des produits, de la famille des produits ou des services considérés. Il y a la précision souhaitée sur les prévisions. Si vous voulez une précision très fiable, avec une précision très serrée, il va falloir utiliser. Donc, ces éléments vont vous permettre de choisir le modèle qui convient. Le coût accepté pour établir les prévisions, parce que les prévisions coûtent aussi de l'argent. Vous faites un sondage, vous envoyez les gens sur le terrain, ils vont aller mener des enquêtes et autres, ramener des données, et tout ça, il faut payer ces gens. Donc, il y a un coût derrière. Donc, si pour chaque modèle que vous allez choisir, il y a un coût derrière. Donc, du coup, on va choisir le modèle qui nous sied et qui permet donc le modèle qui nous coûtera le plus moins cher possible et qui donnera les résultats que nous attendons. Il y a aussi le temps disponible pour les obtenir, qui devient donc un facteur important. Je vous donne ici, sur cette planche, la classification des techniques de prévision. Vous aurez le temps de les éplucher. L'illustration se fera aussi dans le support de cours. Je vous ai fait l'illustration des méthodes de prévision sur les différentes méthodes, surtout jusqu'à l'extrapolation, même à l'étude de corrélation. La prévision suit le processus suivant. Il faut d'abord émettre des hypothèses, modéliser des phénomènes, extrapoler au futur le modèle corrigé, et ensuite, il faut corriger ce résultat par des informations. En conclusion, nous pouvons dire que la prévision, qui est la base de la planification, doit être bien faite et apporter des données fiables qui permettront de pouvoir avoir une bonne planification afin de permettre à l'entreprise de choisir, donc de permettre à l'entreprise plutôt de satisfaire sa clientèle. Chaque entreprise devra choisir la méthode qui lui convient en fonction de l'objectif fixé ainsi que des critères de données et de coûts. Il faudra de plus qu'elle vérifie la validité du modèle au moyen d'indicateurs. Tous les modèles de prévision évoqués ont été intégrés à des logiciels. Aujourd'hui, il n'est pas question d'aller calculer à la main. Les logiciels existent. Certains logiciels comportent plusieurs méthodes et proposent même un choix à l'utilisateur s'il le désire. Soulignons toutefois qu'il est indispensable de bien connaître les problèmes de la prévision, de la demande et de ne pas faire confiance aveugle à un traitement automatique.
L'expérience, l'intuition et le bon sens seront donc des facteurs fondamentaux pour réaliser une bonne prévision et détecter toute anomalie. Voilà, ainsi se termine donc le cours. Je vous remercie.